Bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard Social sur Equinox Télévision. Au moment où bon nombre de personnes célèbrent les fêtes de fin d'année, saupoudrées de boissons et de nourriture, il y a ceux qui ont perdu l'espoir de vivre à cause notamment d'un handicap ou encore d'une maladie qui suscite que tristesse et douleur. Ce soir, il est justement nécessaire de rappeler que la vie est comme une roue qui tourne, qui tourne justement, et donc que ceux qui ont bien entendu dégagé ou dégagent le sourire de vivre également, et aussi ceux qui ont la possibilité de pouvoir vivre aisément, pensent ou alors se souviennent simplement de ceux qui ont perdu l'espoir de vivre. Donc on pense à cela aujourd'hui, et ce sont des cas qui sont déjà passés sur ces antennes, des cas qui sont aujourd'hui soit pris en charge ou encore pas encore, parce que faute de moyens financiers, nous parlerons de tout cela au cours de cette édition. Une fois encore, bonsoir et bienvenue, c'est Regard Social. Édition, pas comme les autres éditions consacrées à quelques cas sociaux déjà diffusés sur les antennes, mais qui peinent à être pris en charge, faute de moyens financiers ou encore faute de technicité pour notamment apporter du sourire à ceux-là qui ont perdu le goût de la vie. Alors ce soir, en ouverture notamment de cette édition, Ange Lucrèce, qui est une adolescente victime de la cataracte. Souvenez-vous que son cas avait déjà été présenté sur ces mêmes antennes, et là, sa prise en charge reste donc attendue, faute de moyens financiers. Juste après, nous allons accueillir nos premiers panélistes. Au cœur du quartier PK14 à Douala, au lieu du village Passe-Passe. Le soleil tend vers le coucher, mais le ciel reste clément. Ange Lucrèce, 12 ans, qui s'est fait accompagner par sa sœur cadette de 4 ans environ, visiblement bien portante, est malade. La tenancière de la boutique, qui jure sur leur domicile familial, l'a constaté depuis leur arrivée dans cet environnement. Oui, c'est l'enfant de ma voisine, non? Ma voisine directe. Elle ne voit pas, elle ne voit même pas bien. Elle a passé l'entrée en 6e comme ça, mais quand elle vient à la boutique, elle vient avec ses petites soeurs parce qu'elle ne voit pas bien. Elle ne voit pas. Des fois, elle tombe. Sa maman l'avait amenée à Yaoundé, oui, pour se faire opérer, mais je crois qu'il n'y a pas bien de moyens. Très gênant. Moi-même, quand j'avais su ça, j'ai pleuré. Moi-même, j'avais la cataracte, mais ma part, on a opéré les 2 yeux. Maintenant, je vois. Il me manque seulement les lunettes. Mais ça part là, ça m'a trop gêné, comme elle est encore petite. Ma part, je suis déjà une vieille femme. Mais ça passe. C'est pour elle qui me touche trop. Oui, si on peut l'aider, vraiment. On dit qu'on doit avoir combien de... Ou c'est 2 millions, ou c'est 3 millions. Oui. Je ne sais pas si ça... Mais sa mère n'a pas. Au 2e mois après la naissance de Ange Lucrèce, par ailleurs son premier enfant. Ange Lucrèce est ma première fille. Elle est née dans de bonnes conditions. C'est après qu'elle a eu l'âge de 2 mois que j'ai constaté qu'elle ne faisait pas les mouvements comme tous les enfants de son âge. Alors j'étais inquiète, je l'ai amenée voir médecin pédiatre qui m'a conseillé un ophtalmologue. J'y suis allée et puis après consultation, on a détecté qu'elle avait un glaucome. Directement, la prise en charge a commencé et puis parmi tellement de colis, parmi ces colis, il y a un seul qui me traumatisait puisqu'il coûtait presque 20 000 francs, 19 875 francs. Ce qui fait que j'ai commencé les traitements jusqu'à l'âge de 9 mois qu'elle a eu une opération chirurgicale. On a dit après cela que ça devait aller, mais jusqu'aujourd'hui, je constate que plus, au fur et à mesure qu'elle grandit, le mal s'augmente. Ange Lucrèce, qui passe pour la classe de 5e, et malgré son handicap,
est parmi les meilleurs élèves de son établissement scolaire. Ceux qui la voient se battre tous les matins pour aller à l'école ne cesse de l'encourager. C'est la fille de la voisine, là. Elle fréquente, elle est au lycée. Elle se débrouille bien au lycée, mais elle a les problèmes de vue. Non, ils sont venus de Yaoundé, donc nous on ne peut pas connaître comment elle est née. Mais étant ici, on voit, vous voyez sa situation là. Elle est très vaillante, elle va à l'école, elle ne voit même pas bien, mais elle se débrouille bien. Elle passe tous ses examens. Et pour arriver là-bas en haut, elle tombe. Mais ses professeurs disent que dans la salle de classe, elle se débrouille bien. Mais c'est le problème de vue. Et qu'elle est née comme ça. Ça gêne beaucoup. Parce que si on avait résolu son problème, là, elle pouvait peut-être continuer ses études sans problème. Parce que le matin, elle titube là, avant d'arriver en haut là. Comme il y a des trous là, elle tombe deux fois. On va la soulever. C'est sa petite sœur qui la tient en main pour aller jusqu'à prendre la moto en haut là pour aller à l'école. La fillette ne supporte pas le fait qu'elle ne soit pas utile à sa famille alors qu'elle est l'aînée des enfants. À la maison, je ne peux même pas faire les petites tâches ménagères alors que j'ai tellement envie d'aider ma mère. Je ne peux rien faire ici. Je peux seulement la regarder comment elle travaille. Chaque jour, je me lève, je dois seulement l'encourager. C'est très pénible de voir ma mère travailler comme ça. Quand je suis même ici à la maison, c'est comme si j'étais inutile. Et quand on m'envoie même, il faut toujours que ma petite soeur m'accompagne. Quand quelque chose tombe par terre, je ne vois rien. Pour ramasser, c'est très pénible. Je dis toujours à ma petite soeur de ramasser, puisque je ne vois pas la chose qui est tombée. Ange Lucrèce est la risée non seulement de ses camarades de classe, mais également des enfants de son quartier. Je pleure parce que quand je suis dans ma classe, les gens se moquent de moi. Ils disent toujours que je suis aveugle. Ça me fait très mal. Quand peut-être que mon argent tombe au sol, on vient me prendre. Les gens viennent voler même. Les gens viennent prendre, moi ils ne voient rien. Ils disent qu'ils me remettent, mais ils refusent. Ils disent que tu es aveugle, Pourquoi ton argent tombe, tu n'arrives pas à marcher? À l'école, c'est très pénible. Je n'arrive même pas à voir parce que c'est trop petit pour moi. Trop petit, il faut toujours que je demande à quelqu'un pour lire. Et dans les compositions, c'est très difficile. Parce que je ne peux pas demander à une maîtresse qu'elle vienne lire pour moi. Il y a certains qui sont gentils, peut-être mes amis. Une de mes amies, elle me lit à chaque moment. Quand je rentre souvent à la maison, on constate qu'on a volé mes livres. Alors que je n'étais un peu au courant de cela, je vois seulement mon sac, je vois qu'il n'y a plus rien. J'ai envie de fréquenter, mais avec mes problèmes de vision, je ne peux pas. Et au quartier, on l'a surnommé l'aveugle. On l'a surnommé l'aveugle au quartier. Même à l'école, on l'appelle la fille qui ne voit pas. C'est comme ça que on se moque d'elle. Regarde comment elle marche. Mets bien ton pied, tu ne vois pas. Si un truc tombe pendant sa marche, elle demande, mais comment toi tu ramasses? Est-ce que tu ne vois pas? Et donc ça me fait très mal en fait. Ça me fait mal parce que j'ai aussi envie de voir mon enfant se courber, prendre quelque chose, faire aussi comme avoir la vision comme tous les enfants de son âge. Et vu son âge, elle ne peut pas aussi m'aider. Une maman accouche pour que l'enfant l'aide. Elle ne peut pas m'aider comme je ne peux pas avoir besoin d'elle. Parce qu'elle ne verra pas, je ne peux pas l'envoyer faire ceci, faire cela, elle ne pourra pas. À la maison, la gestion de la télécommande est quelquefois la pomme de discorde entre Ange Lucrèce et sa sœur cadette. Pourquoi tu as changé? Même parce que tu fais la dernière fois. Le téléphone à papa. J'avais complètement oublié que je l'avais. C'est la télécommande ou la télécommande du canal? C'est quoi, Jean-Charles? Où es-tu? Il est temps de rentrer à la maison. C'est moi. Je suis un peu perdu, papa. Ah, je vois. Ne bougez pas, j'arrive. Ce que je vois, c'était quel numéro? C'était 5 et 8. Je suis sûr que c'est ça.
Ok, c'est ça qui passe. Si on ne veut pas tomber en plate, on est dans tous les cas. C'est presque fini, ma petite jeune. C'est douloureux tout ça. Aucun parent bien constitué ne pourrait l'accepter. À la maison, c'est très très difficile également. Il y a sa petite sœur qui doit toujours être à ses pieds, qui doit toujours l'orienter à faire ci ou à faire ça. Si quelque chose tombe, il faut que sa petite sœur vienne ramasser pour lui donner. Parce que dès qu'elle est proche, elle est à côté, elle ne voit pas ce qui est tombé. S'il faut qu'elle ramasse quelque chose, il faut que ce soit vraiment un objet grandiose. Au domicile familial, les moments d'études de Ange Lucrèce sont une période difficile à cause de son mauvais état visuel. Oui. L'informatique est la science, la science qui étudie du traitement informatique. J'étais en train de lire ce que j'écrivais au tableau. Je devais seulement coller mes yeux sur le tableau pour lire. C'est comme ça que je fais chaque fois comme ça à l'école, même ici à la maison, quand je vais écrire quelque chose, je dois toujours coller mes yeux sur le tableau pour lire, pour voir ce que j'écris. Quand on se moque toujours de moi quand je fais ça, on me gronde même que qui là-bas c'est quoi? Les gens ne peuvent pas aussi lire parce que toi tu es devant le tableau à regarder. Va t'asseoir. Ça me fait très mal. Je n'arrive même pas. Même quand ils vont me lever, j'ai toujours peur de leur réaction à tous. Comme sa mère, Lucrèce, 12 ans, et désormais élève en classe de 5e, ne supporte plus la dégradation du mal qui la traumatise, et ce depuis son bas âge. La main tendue, cette maman et sa fillette sollicitent votre aide afin de corriger ces dysfonctionnements. Je demande de l'aide à des hommes de bonne volonté pour qu'ils puissent m'aider à bien voir, m'aider à voir comme tous les enfants de mon âge, à voir le monde que Dieu a créé. Je ne veux plus qu'on se moque de moi à chaque moment que quelque chose tombe, je n'arrive pas à ramasser. Je dois tomber les hauts par au tableau. Je ne veux plus qu'on se moque de moi. La dernière consultation, il y a un ophtalmologue qui a suggéré qu'on pouvait l'aider, c'est-à-dire à faire un greffage. Et il m'a fait comprendre que cette opération ne se passe pas ici au pays et ça demande beaucoup de moyens. Donc c'est pour cela que je viens vers les âmes de bonne volonté. C'est là qui peuvent vraiment regarder cet enfant et m'aider financièrement. Et voilà le cas de la petite Lucrèce ou Ange Lucrèce, déjà diffusée sur ses antennes. Et les experts avaient expliqué, avaient donné chacun son avis sur le cas de cette fillette aujourd'hui et qui revient encore ce soir parce que sa prise en charge n'est pas déjà engagée, faute de moyens, comme vous l'avez d'ailleurs écouté dans le reportage. Mais avant de poursuivre tout ceci, je voudrais accueillir sur ce plateau Irène Témé. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Et bienvenue. Merci. Joyeux Noël. Rarement que vous soyez là en début d'émission. Tout à fait. Nous allons faire le tour de quelques cas et vous nous donnerez au fur et à mesure la situation financière de ces différents cas. Mais avant, je voudrais également accueillir sur ce plateau Dr Tanchou Cabral. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes médecin cardiologue en service à l'hôpital de Sichon, à Padre Pio, c'est ici. Voilà, merci d'être là. Vous avez suivi le reportage. Exactement. Ça vous suscite quoi comme Bien sûr, c'est vraiment très désagréable. On voit une jolie demoiselle qui a un problème des yeux et le comble, c'est que ses voisins, des amis en classe, elle est vraiment traumatisée par leur comportement. Vraiment ça, oui, on voit, il y a des limitations financières, mais ce point-là est très tragique. Oui, puisque d'abord,
elle a un problème très grave. Et il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a personne qui puisse la comprendre dans cela. Et tout au contraire, elle est dans un angle là, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué. Alors, je l'ai dit, vous êtes le spécialiste de la pathologie du cœur et des vaisseaux, c'est-à-dire cardiologue. Exactement. Merci d'être là ce soir. Et en face de vous, Ikome Njonjo Adolphe. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Flavien. Merci d'avoir été pour apporter ma contribution à la compréhension des différents cas que nous allons voir aujourd'hui. D'accord, psychologue clinicien, psychomotricien également. Avec vous, juste un mot avant de poursuivre. Oui, la première chose, j'aimerais déjà reconnaître la force de cette jeune adolescente, parce que vous voyez, quand un enfant ou un adolescent fait face à des difficultés comme ce qu'elle a au niveau de l'école, souvent ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir, l'enfant peut être en rupture avec tout ce qui concerne l'école et les apprentissages. C'est-à-dire, elle peut se rendre compte que c'est difficile et elle essaye, elle n'est pas encouragée. Il y a des comportements autour d'elle qui sont plutôt de nature à faire en sorte qu'elle ait une image plutôt diminuée, dévalorisante d'elle-même. Dans ce contexte-là, beaucoup pourraient désinvestir, on va dire ça comme ça, l'école, c'est-à-dire ne plus s'intéresser. Mais quand on suit le reportage, on voit bien qu'on rapporte les efforts énormes qu'elle fournit pour rester à l'école et pour continuer, n'est-ce pas, à avancer à l'école pour réussir. Donc déjà, il faut saluer cet aspect-là. Maintenant, on aura l'occasion peut-être d'aborder les problèmes qui se posent. D'accord, les problèmes ils sont connus de toute façon et on constate également à travers le reportage que c'est l'aîné d'une famille. Sa mère est inconsolable puisqu'elle n'arrive pas à comprendre pourquoi son premier enfant est comme ça, c'est-à-dire victime de cette pathologie. Aujourd'hui, elle se demande qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça. Oui, disons que c'est l'éternelle question de comment est-ce que on va être amené en tant que parent qui a rêvé avoir un enfant à bonne santé, parent qui a fait des projets pour son enfant, qui a imaginé peut-être que cet enfant brillant, qui comprend bien les choses, irait loin dans la vie, mais voir cet enfant évoluer avec ce qui devient de plus en plus comme un véritable handicap, qui fait en sorte qu'elle est limitée, et l'enfant elle-même l'exprime, elle sent une sorte de limitation dans l'expression de ses capacités ou bien dans la satisfaction d'un certain nombre de désirs qu'elle peut avoir. Pouvoir aider la maman, pouvoir aller à l'école, pouvoir faire ci, pouvoir faire ça. Toutes ces choses aujourd'hui qui sont devenues très difficiles pour elle. D'accord. Merci. Alors, le dernier invité, c'est Dr Akono Asomo Joël Alex. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Flavien. Et voilà, vous êtes médecin généraliste. Merci. Vous également, ce cas vous a aussi touché. Je vous ai vu secouer la tête pendant le reportage. Oui, effectivement, c'est souvent peinant de voir des enfants avoir ce genre de déficit, parce que c'est pas évident pour un enfant qui entre dans la vie de rencontrer ce genre de difficultés. Mais nous pouvons encourager son caractère positif dans ses études, comme le psychologue l'a dit, parce que certains possèdent des aptitudes et des compétences qui leur permettent de surmonter cet handicap. Il faudrait donc les renforcer dans cette voie afin qu'ils soient maintenus et qu'ils ne divaguent pas et qu'ils continuent à garder espoir. Quelque chose est possible pour eux. Ok. Alors, Irène, Ange Lucrèce est aujourd'hui a des difficultés à aller à l'école, obligée de se faire accompagner par sa petite sœur, je veux dire sa sœur cadette. Il lui faut le nécessaire qui lui permet, en tout cas, qui peut lui permettre de marcher sans trop de difficultés. Et là, on voit bien qu'elle est en manque de tout cela. Tout à fait, elle est en manque parce que lors de son dernier passage sur ce plateau, les différentes contributions que nous avons perçues s'élèvent à 511 350 francs CFA. Et si on s'en tient à ce qui a été dit dans le reportage, pour une opération de la cataracte, il faut davantage, et premièrement, elle a besoin d'une canne pour se déplacer.
parce qu'elle n'aura pas toujours sa petite sœur près d'elle pour effectuer tous les mouvements et tout. Il faut déjà une canne avant que nous entamons la procédure des différents examens et pourquoi pas la possibilité d'une opération grâce à la main bienfaisante de nos chers bienfaiteurs qui ont l'habitude de mettre la machine de la solidarité en marche. D'accord. Alors ça c'est le cas bien entendu de Angélique Cress. Vous aurez autant de cas ce soir et avec également des contributions aussi. La situation financière en tout cas de chaque cas. Et là c'est le cas de Angélique Cress qui a besoin davantage de moyens pour sa prise en charge. Merci de faire le geste comme d'habitude. Il y a aussi bébé Adriano, comme vous vous souvenez. Il est passé également sur ses antennes, un petit garçon de 4 ans. Qui est malvoyant aussi, lui qui voudrait aller à l'école, il n'a cessé de le dire dans le reportage que vous allez suivre tout à l'heure. Il n'est pas seul, Albert Legrand également là, Maurice le doctorant et Sommet Raphaël et bien entendu une jeune dame qui était également là, victime d'un accident de la circulation. À la suite de cet accident, elle a perdu la vue aussi. Donc je vous invite à suivre cet autre reportage et juste après, nous allons davantage vous donner la situation de chaque cas. Nous sommes au quartier Nkomondo, l'un des célèbres quartiers de la capitale économique du Cameroun. Celui qui s'est distrait avec son frère aîné se prénomme Adriano. Il est âgé de 4 ans. Ce tout petit qui dégage la vie a des yeux ouverts, mais il ne voit pas. Adriano ne voit pas. Il a mal les yeux. Il est parti à l'école cette année. Conscient de ce que ses yeux ouverts ne servent pas à grand-chose, le petit Adriano, né en 2016, a pu voir jusqu'à l'âge de 2 ans. Et c'est en 2008 qu'il perd la vue. L'enfant Adriano est bien né. Il était un enfant bien portant. Il marchait avec tous les enfants, il jouait bien. À l'âge de 2 ans, il a eu une crise. Après, on a découvert que c'était le palu. On est parti à l'hôpital, on a traité le palu. Bon, le palu a fait 3 jours là, ça a baissé. Le 4e jour, le palu reprend. Quand le palu reprend, il commence à faire une crise comme quelqu'un qui avait l'épilepsie. Donc il bougeait là. Il convulsait, voilà, convulsait. Après, on amène à l'hôpital chez les sœurs. Bon, les sœurs ont un peu stabilisé. Le palu l'a fait plus d'une semaine là-bas à Neubel. On rentre avec lui à la maison. Comme ses yeux sont toujours blancs comme cela, donc ça n'a pas changé. Nous, on n'a même pas constaté, on n'a pas pu constater qu'il ne voyait plus. C'est quand il voulait prendre le virage, il tombe, il commence à tomber. On constate que l'enfant ne voit plus. Parce qu'il n'a pas eu des séquelles que les yeux se sont fermés, même pas les yeux, rien. Comme tout vous voyez ses yeux, c'est comme ça que ses yeux sont toujours. Adriano, qui ne cesse de séduire ses parents, de par sa bravoure et son intelligence, parce que se déplaçant parfois seul, a fait l'objet de plusieurs consultations qui n'ont pas révélé les vraies causes de son mal. Il est toujours normal comme d'habitude. Il est éveillé, il joue avec tout le monde, il reconnaît les gens. Même quand il te touche là, il reconnaît que la main, c'est la main d'un vieux, c'est la main d'un petit enfant. Il reconnaît même les gens par la voix. Il sait que la voix, c'est elle. Puisqu'il voyait, il comprenait tout ça. Quand tu parles, même dit que hey, c'est toi, oh c'est toi. Il connaît tout le chemin ici. De devant, derrière, il connaît que là-bas, c'est
un trou, on ne doit pas mettre le pied. Son grand-père ne cesse de lui manifester son amour. Le papy se souvient que son petit-fils est né normalement et qu'il est le fruit d'un amour consommé entre sa fille et son amant. Un amant qui, malgré ses efforts, a fini par se lasser et a fondu dans la nature. Elle vivait avec un homme, elle a conçu, elle est venue ici en rousse. Elle m'a présenté un monsieur, que c'est le monsieur qui a fait le travail. J'ai pris le monsieur comme mes 2 enfants. Après l'accouchement, l'enfant était bien. L'enfant n'avait pas de problème. Elle a très bien accouché. L'enfant est tombé malade. On a mis l'enfant à l'hôpital. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Après, l'enfant est sorti de l'hôpital. Son père s'occupait de sa maladie. Non, il s'occupait très bien de cet enfant. Très, très, très bien. Moi, particulièrement, je vous dis que je ne connais pas là où se trouve son père. Si elle-même, elle peut trouver là où se trouve son père, je ne sais pas. C'est que c'est des femmes. Peut-être qu'elle se voit avec son père sans me dire une certaine vérité. Mais moi, je vous dis que je ne connais pas là où se trouve son père. Cette famille qui vit sous le seuil de pauvreté sollicite le soutien des âmes de bonne volonté et fidèles téléspectateurs de la prestigieuse émission Regard Social pour trouver la solution à la maladie du petit Adriano. Il voudrait vraiment aller à l'école dans les endroits comme tout le reste des enfants, mais il ne peut pas parce qu'il se sent gêné, il se sent influencé. Quand il joue avec les enfants, qu'il constate qu'il y a les hommes là, il préfère lui partir. Vraiment, si vous pouvez nous aider, que cet enfant puisse retrouver sa vue. Vraiment, c'est que ça va beaucoup plaire à notre famille. On attend de vous le meilleur résultat pour cet enfant, s'il vous plaît. On vous en prie seulement, faites des efforts que cet enfant puisse retrouver sa vue normale. Maintenant, si vous pouvez nous aider pour que cet enfant essaye de trouver même une petite vision, qu'il essaie de reconnaître, ne serait-ce que sa maman, voir sa maman de face comme ça, dire que voilà ma maman, voilà mon grand-père, voilà mon père, c'est tout ce que nous cherchons. Quand je suis arrivé au travail, j'ai juste eu un malaise. J'ai commencé à avoir mal autour de 20 h. J'ai appelé le patron, je lui ai dit que je ne me sentais pas bien. Bon, il me dit que mais si tu ne te sens pas bien, bon, on ne me met pas pour le travail. Donc si tu n'es pas en santé, tu ne peux pas travailler. Bon, si ça ne va pas, bon, tu peux rentrer. Quand je l'ai parlé, je sentais chaud. Et c'est comme si je devais rejeter. Le temps d'enlever ma blouse, aller me changer, j'ai commencé à vomir. On m'a porté ma main au taxi. Le taxi m'a déposé à l'entrée parce que je l'ai à l'entrée, derrière Bansoir, derrière l'agence Bansoir. Le taxi m'a déposé. Il m'a fait sortir de la voiture, il m'a fait traverser la route. Il m'a demandé s'il peut arriver à la maison seul. Il lui a dit oui, je peux. Je suis arrivé à la maison. J'ai mis la clé sur la porte, j'ai ouvert la porte. J'ai forcé, mais j'ai plus de l'eau, je me suis lavé. Tellement je continuais toujours à vomir. J'ai allumé la télé, j'ai fermé la porte. Bon, je me suis assis sur le lit, les pieds au sol. Juste j'ai lancé la tête. Bon, je me suis couché du dos. Comme je m'étais couché du dos là, c'était bon. C'est la nuit de lundi à mardi. Donc c'était la catastrophe. Donc si je supportais ce jour-là, peut-être je mourrais. C'est là que j'ai envoyé le même voisin, que nous allons dire à maman que ça ne va pas. Et là on vient dire à la mère, et la mère elle était au marché. Et alors la mère vient, on me porte directement, on m'amène pour Bingo. Bon, le traitement a commencé à Bingo. Bon, je suis arrivé à Bingo. On m'a consulté. C'est là où le docteur me dit que bon, apparemment il ne voit rien. Avec tous les examens qu'on a eu à faire, il ne voit rien. Il me dit tout est propre. Bon, on ne voit pas d'anomalie. Bon, ça c'est là où on a commencé le premier traitement. Le jeune homme qui peine à expliquer les causes de son mal dit avoir fait le tour de plusieurs entités pour chercher la solution à son problème. Un mal qui le cloue à la maison depuis bientôt 5 ans. Bon, ça avait trop de marches, prier à l'église,
traitement à l'hôpital, traitement traditionnel. Bon, c'est un matin que je me réveille, je constate que je tends à voir la lumière, donc un peu les éclats de lumière. Bon, au bout des toitures. Bon, c'est là où je dis à maman que maman, il fait jour. Elle me dit oui, pourquoi? Et non, c'est comme si ma vision tentait de revenir. À l'instant là, elle a commencé à danser. Et ce jour-là, comme c'était venu comme ça, allez, ça s'est bloqué. Donc depuis ce jour-là, ça n'a plus augmenté. Amené à bingo de Mutengene. Quand je parlais d'abord bingo de Bamenda, on m'a dit que comme bingo Bamenda est loin, je ne peux pas supporter le transport. On m'a plutôt envoyé à bingo de Mutengene. J'ai fait au moins 5 fois à Mutengene. Après, on me dit qu'il y a encore l'hôpital des yeux à Bonabéry pour les Chinois. Je suis parti là-bas. On appelle le grand médecin. Tantôt il dit que ses nerfs optiques sont touchés, tantôt il dit que ceci, cela. On parle, ne comprend pas. Il n'y a pas Acha, on dit qu'on ne voit rien. Ses ambitions en tant que fils aîné se sont émoussées. C'est sans doute à cause de la vue qu'il a perdue. Sa maman est désormais la personne à tout faire dans la famille. Le papa de Raphaël, lui aussi, handicapé, parce que frappé par l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Je suis devant ma maman, je suis rentré dans la maison. C'est la maman qui s'est réveillée le matin. Elle toque la porte. Moi, ton nom de billets. Ils se sont endettés pour ma formation. Et quand j'ai fini, il n'y a pas de résultat. Donc moi qui devais les aider, c'est moi qui rentre encore. Intelligent parce qu'il a cet handicap, ça fait partie depuis sa naissance, il a cet handicap. Et la famille n'a même pas dit qu'il avait cet handicap. On découvre cela quand il avait 2 mois juste après la mort de sa maman. Quand il est né, son blanc de lait là ne se voyait pas. On voyait que l'iris là, qui est noir là. On a essayé à l'âge de 2 ans parce que sa maman était grosse. On lui a lancé le Zola. Bon, quand elle a accouché, après 2 mois, sa maman est morte. Je suis restée avec le petit là de 2 mois de la mort de sa maman jusqu'à présent. Je chante pour les amours perdus, nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité, chantons pour que demain soit plus clair, et chantons pour les cœurs brisés. C'est donc un enfant qui n'a pas connu la chaleur parentale. C'est sa grand-mère qui est tout pour lui. Je ne fais absolument rien. Si quelqu'un passe là, il me dit que maman, voilà les 1000 francs de Kanga, je le remercie. Je prends les 1000 francs là, je pars acheter les petits poissons là. Je fais le bongo, on mange avec le manioc. On n'a plus autre chose. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de père, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Sa maman est morte trop jeune. Elle avait à peu près 20 ans de naissance. J'ai même sa photo là. J'ai commencé à l'éduquer comme ça, à l'éduquer, mais il parlait bien. Il parlait bien. Il mange bien. C'est les yeux qui ne voient pas. Seras-tu encore fidèle, l'oiseau quitte son nid tous les matins pour y revenir tous les soirs? Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter. Enfant dévoué, malgré son handicap, Albert Legrand veut tout faire, mais il lui faut une assistance. C'est un petit vraiment qu'on apprécie, le petit Kanga.
d'avec son handicap, il se bat vraiment pas mal. Quand le jour se lève, il se bat à sortir comme tout le reste. Il avait sa grand-mère, c'est pas du tout facile avec sa grand-mère. Quand parfois il veut l'eau, quand il voit les autres partir, il entend seulement, quand on part plusieurs l'eau, il prend son petit seau. Il dit à un petit, attends-moi. Il arrête la main du petit, part plusieurs l'eau pour sa grand-mère et pour lui-même aussi, qui peut se laver avec. Bref, il joue, il fait les petits efforts comme tout le reste d'enfants. On apprécie vraiment son courage. À Ezeka, dans l'Union Ekele, Albert Legrand fait l'objet de toutes les curiosités. Sa grand-mère a essayé de trouver la solution à son problème en vain. J'ai amené Kanga à Bingo Baptiste. En ce temps, j'étais encore un peu vieux. On l'a opéré le 2 heures à Bingo Baptiste. Ça n'a pas réussi. Les gens de Douala sont venus ici à Ezeka, à l'hôpital. On a regardé les yeux de Kangala. On m'a dit que son iris est gâté totalement. Je l'ai amené à la caisse à Yaoundé, docteur de la caisse à Yaoundé. J'ai essayé comme ça. En ce temps-là, j'avais encore un peu de force. Je vendais mon manioc et mon macaroni. Maintenant, comme je ne travaille plus au champ, je ne peux plus. Son intelligence dépasse parfois l'entendement des membres de la famille. Une école spécialisée a été trouvée pour son encadrement. Il y a une école qui est là-bas, à l'école annexe, à l'aviation. On est venu me chercher ici. On me dit qu'il y a l'école des infirmiers là-bas. Je l'ai amené là-bas à l'école là. Il a même sa tenue là, à la maison. Et par là chaque matin. Quand tout ce qu'on lui donne là-bas chez le maître, on lui a donné le nom de parfum. Ce sont ces maîtres qui ont donné le nom de parfum. Parce que tout ce qu'on lui dit oralement, il connaît ça. Mais pour écrire, il ne crie pas. Pour lire, il ne lit pas. Albert Legrand a juste perdu un des 5 sens dont il dispose. Sa famille vous regarde. Elle a besoin de votre soutien. Et voilà 3 cas pour un seul reportage. Vous l'avez d'ailleurs découvert, des différents cas qui sont passés sur ces antennes. Le cas du petit Adriano, de 4 ans, âgé de 4 ans justement, 2 ans après sa naissance, il est malvoyant. Qu'est-ce qui lui est arrivé véritablement? Des questions se posent. Albert Legrand également. Et bien entendu, on a découvert aussi notre ami Raphaël qui est également malade. Lui qui a entamé sa vie professionnelle à peine et qui est tombé malade. Alors, docteur Akono, vous étiez sur ce plateau lorsque ces cas passaient. On peut se souvenir encore de ce qui avait été dit. Oui, nous étions sur ce plateau lors de la dernière émission où nous avons parlé des déficiences visuelles. Par rapport au cas du petit Adrien, par exemple, qui a eu son handicap à l'âge de 2 ans, il est possible que son handicap soit réversible. Car si nous prêtons attention sur la vidéo, nous allons remarquer que le centre de son œil est un peu blanchâtre. Et cela peut nous orienter vers une possible cataracte qui est une opération qui est possible et qui peut permettre à ce jeune garçon de retrouver la vue. Nous avons également Albert Legrand qui est né avec une déficience visuelle. Comme nous avons dit ce jour, plusieurs causes peuvent être possibles. Ça peut être une pathologie infectieuse de la maman, ça peut être un déficit en vitamine A qui est un élément important pour la qualité de l'œil, ça peut être une cécité corticale. Et pour cela, il faudrait qu'il fasse des examens appropriés qui se permettront de connaître exactement de quoi il souffre. Donc nous encourageons dans les âmes de bonne volonté à cotiser afin que nous puissions apporter une aide à ces enfants afin qu'ils puissent retrouver la vue et s'épanouir comme tout enfant de leur âge également. Oui, Raphaël également est dans le reportage, lui qui a entamé à peine sa vie professionnelle, qu'il est tombé malade aussi. Oui, nous avons également le cas de Raphaël, le jeune monsieur qui, après avoir entamé sa vie professionnelle, a eu son handicap visuel. Nous avons également évoqué ce jour plusieurs causes possibles, parce qu'il nous a fait comprendre qu'il a eu à consulter et qu'il n'y a pas eu un grand changement. Nous pouvons penser chez lui à plusieurs pathologies possibles, notamment un glaucome à pression normale, vu qu'il dit qu'il a eu à consulter. Et on lui a fait comprendre que la pression de son œil était normale. C'est possible d'avoir également des glaucomes à pression normale qui altèrent la qualité de la vue. Mais chez lui également, il faudrait qu'il fasse des examens un peu plus poussés pour juger du pourcentage d'atteinte de son
de son œil et de juger si c'est récupérable ou pas. Et voilà. Alors, il n'y avait pas que ces trois sur ce plateau. Irène Tembe, il y avait également Maurice, le doctorant, et cette jeune dame qui avait été victime d'un accident de la circulation à la suite de cet accident, elle a perdu la vue. Tout à fait. Quelle est donc la situation de chaque cas pour ces différents cas présentés? La situation de chaque cas est la suivante. En ce qui concerne le bébé Adriano, nous avons un montant de 300-500 000 francs CFA. 300-500 000 francs CFA. Et pour Albert Legrand, nous avons un montant de 330 500 francs CFA. Pour Maurice le doctorant, nous avons un montant de 133 500 francs CFA. Pour Essomé Raphaël, nous allons déjà dire merci à ses amis, les anciens élèves du collège Saint-Laurent de Ndorpassi, qui ont bien voulu apporter la somme de 138 000 francs CFA, et de l'association Team of Friday, qui a apporté la somme de 30 000 francs CFA. Actuellement, Essomé Raphaël se trouve à 306 500 francs CFA. Le cas de la jeune fille, nous avons un montant de 65 500 francs CFA. Oui, elle disait déjà avoir besoin d'un peu de sous, j'allais dire d'un peu d'argent pour mener une activité, parce que sa situation est connue, elle ne peut plus retrouver la vue, mais seulement elle veut être occupée par quelque chose, par une activité, raison pour laquelle elle est passée sur ces antennes. Vous vouliez ajouter quelque chose, docteur? Par rapport à la demoiselle qui a eu un accident de la voie publique, ce sont les examens complémentaires qui nous permettront de juger de l'état de son œil, s'il est récupérable ou pas. Mais pour cela, il lui faut des moyens financiers. Et vu le montant qui a été évoqué, cela ne nous permet pas pour le moment de pouvoir pousser l'investigation à bout. Donc nous encourageons dans le public, la société civile, à pouvoir user d'un peu de leurs sous, malgré que nous soyons en période de fête et que ce n'est pas si évident de devoir cotiser. Mais nous implorons qu'ils puissent aider cette jeune demoiselle qui a probablement besoin de notre aide pour pouvoir récupérer la vue. Qu'on lui dise si elle peut récupérer la vue ou pas. Voilà. Alors, Icom et Adolphe, on constate également qu'il y a des cas ici, par exemple, le petit Albert Legrand, qui a perdu ses parents tôt et aujourd'hui, il ne voit pas également. Donc, c'est une sorte de double ou de triple pathologie pour lui seulement. Sur le plan psychologique, il est déjà affecté parce qu'il n'a pas ses parents et en plus, il ne voit pas aujourd'hui. Et c'est sa grand-mère qui fait tout pour lui. Oui, tout à fait. On est dans une situation, ce qu'on pourrait considérer comme étant une situation de stress multiple, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est un enfant qui est né avec ce handicap-là, qui a dû se rendre compte que du fait de cet handicap, il n'arrive pas à faire comme tous les autres enfants, mais en plus de cela, il n'a pas, comme eux, ses parents. Il ne vit qu'avec sa grand-mère. En plus de cela, les conditions dans lesquelles ils vivent, tous les deux, qui sont assez précaires, où ils ont du mal même à trouver de quoi se nourrir. Ils doivent compter sur l'aide de l'entourage, du voisinage. Et tout ça, c'est quelque chose qui fait en sorte que lorsqu'on veut se projeter, lorsqu'il essaie de se projeter dans l'avenir, il doit être assez anxieux, assez inquiet. Oui. Pour le cas du jeune homme Robert, je pense qu'à son niveau, il y a déjà la nécessité quand même d'établir un véritable diagnostic. Pourquoi? Parce que on voit bien que chez lui, il n'est toujours pas au clair avec ce qui s'est passé. Il ne comprend pas, et le fait de ne pas comprendre rend le deuil chez lui compliqué. Il n'a pas réussi jusqu'ici à mettre un mot sur ce qui s'est véritablement passé, ce qui lui est arrivé. Ça fait en sorte qu'il continue de ressasser ça, de ruminer ça, et il en parle pour un événement qui s'est déroulé il y a 6 ans, comme si c'était encore hier. Donc il est resté très marqué par cela. Hein, ça, c'est ce qu'on retrouve souvent dans les cas de traumatisme psychologique. Et c'est l'aîné de la famille. C'est l'aîné de la famille. Ouais.
Donc vous voyez que c'est une situation très difficile, très pénible, et qui nécessite déjà, pour qu'ils se sentent même bien sur le plan moral, mental, qui est véritablement cette prise en charge, cette exploration au niveau médical, qu'il ait des informations, n'est-ce pas, qui permettent de mieux comprendre ce qui lui est arrivé et quelles sont aujourd'hui les possibilités, les chances de retrouver la vue. Également. Alors, docteur Tanjou, à la suite de tout cela, on constate justement que lorsque vous perdez la vue, vous réfléchissez et vous avez le cœur qui bat vite, le rythme change, bien entendu. Vous êtes le spécialiste des maladies du cœur et des vaisseaux. Alors, ça peut engendrer d'autres pathologies? Particulièrement par rapport à la perte de vue et le cœur qui bat, moi j'aurais plutôt dit ça entretenir la dépression. La dépression, pourquoi? Parce que la vue, c'est cet organe vraiment qui nous permet de faire tout, quoi. Oui. Et quand quelqu'un perd la vue, il a, entre guillemets, il a tout perdu. Il ne peut pas se mouvoir, il ne peut rien faire. Donc il pense plus dans ce sens. Si on parle d'hypertension, vraiment, les aveugles, la plupart des temps, ne sont pas hypertendus. Oui, c'est rare. Mais bon, il y a certains, c'est plutôt les hypertendus qui, par la suite, peuvent devenir, c'est même aussi rare, mais l'hypertension, l'œil ou bien la rétine est un organe cible pour l'hypertension artérielle, oui. Donc ça affecte la rétine, c'est pour ça que c'est important pour celui qui est hypertendu de prendre ses médicaments, de consulter et vraiment d'aller pour un suivi chez le bon spécialiste. Alors, on a besoin davantage de moyens pour accompagner toutes ces personnes qui sont en détresse. Et en ce moment où on célèbre, bien entendu, les fêtes de fin d'année, donc on devrait aussi penser à ceux qui n'ont rien, ceux qui sont en détresse. Irène. Alors, autre cas également, ce soir, il s'agit du cas social de Bonaventure. Cet enfant, serpent, tel qu'on l'avait annoncé, je vous invite à vivre tout cela dans le reportage. Le parent explique comment est-ce que, ou alors qu'est-ce qui motive ses voisins, ses oncles et autres à l'appeler bébé serpent. C'est dans ce reportage et juste après, nous vous donnerons la suite de sa prise en charge qui a d'ailleurs déjà commencé aussi, mais il faut davantage de moyens. C'est avec les retombées de la vente du maïs et des arachides que cette petite famille se nourrit. Les pères fois seulement, il part faire un peu le job au sentier comme ça là, il vient. Moi-même, avec la maladie, tout, je fais un peu les arachides. Je ne peux pas vendre ça. L'enfant qu'elle traîne au quotidien et partout souffre d'une pathologie dont elle ignore le nom. Sa conception et beaucoup plus sa naissance n'ont pas respecté les critères connus. Quand j'étais enceinte, je suis allée à l'hôpital. C'est comme les hôpitaux du village, il n'y avait pas les médecins. C'est les gens de l'hôpital que tu viens seulement, on regarde seulement le ventre, comment le bébé bouge. Quelque temps là, mon ventre a commencé seulement à descendre en bas. Le temps que j'étais enceinte, c'était en bas. Je marchais seulement comme ça. À 8 mois. Un jour comme ça, je suis à la maison. Je vois seulement l'eau descend seulement en bas de moi. Jusqu'à que je suis allée donc à l'hôpital. Surtout, toujours dans les petits hôpitaux du village. Là. Les médecins qui sont dans l'hôpital, qui vient me regarder, il est venu le matin. Il a dit que non, c'est la maladie, que l'enfant là n'était pas encore en termes de nerfs. On me prescrit les remèdes, je bois d'abord. Que l'enfant va encore faire 1 mois dans le ventre avant de naître. Je suis restée à l'hôpital. Un soir comme ça, l'enfant sort seulement seul comme ça. L'infirmière qui est à l'hôpital, elle vient, elle dit que non, le chef là ne connaît pas que l'enfant est bien né. Que je rentre à la maison avec lui.
Donc, venez à la maison. Un mois, l'enfant a commencé seulement à pleurer fort, fort, fort. Je rentre avec lui. On me donne seulement que c'est son ventre, que je ne peux pas lui puiser, c'est seulement comme ça. Cet enfant, né dans des conditions difficiles, est l'homonyme de son père. Mieux, son héritier. Ça, c'est mon garçon. Parmi mes enfants, c'est mon garçon. Dans la vie, il faut un enfant parce que quand tu as un garçon, même chez nous au village, c'est lui qui t'enterre. Parce que c'est lui qui va rester demain pour que les filles qui sont allées en mariage reviennent te trouver ton tombeau. C'est ton garçon. Vraiment, je suis en problème comme ça. Je n'arrive pas à expliquer ça. C'est que je me suis même suicidé depuis avec les problèmes qui m'ont arrivé cette année. Mais j'ai toujours le cœur. Au regard de l'état de santé de l'enfant, la famille de Philippe Dassidi, 34 ans, qui n'a jamais apprécié son fils, a souhaité que Philippe se sépare de celui-ci. Car pour elle, c'est un enfant serpent. Une équation pas facile pour lui. Donc l'enfant qui est avec moi, si personne n'a jamais touché dans ma famille un jour, c'est moi et ma femme qui s'occupe de lui. Donc quand il est là, c'est avec moi et sa main. On a dit que l'enfant que j'ai, c'est un sorcier ou c'est un serpent. Il faut lui mettre devant l'eau où il va partir. Et tu as dit quoi? J'ai dit que j'avais pris une décision que bon, moi je ne connaissais pas comme c'est la famille, on décidé. J'ai dit que je voulais tenter à faire ça. C'est au moment de... Je voulais tenter même d'aller avec l'enfant de jeter, mais sa mère a commencé à pleurer toute la nuit, tous les jours. Quand je lui ai informé de ça, j'ai dit que ça va, je ne peux plus faire ça. Les jours que Dieu lui vient à lui prendre, il va aussi lui prendre. Les jours que Dieu ne le prend pas, il est avec nous, on va être avec lui. Et ils m'ont encore poussé à accuser encore sa petite sœur parce que pourquoi? On a dit que si l'enfant est l'enfant servant, on n'accuse pas derrière lui. Voilà qu'on m'a mis encore dans la difficulté avec encore un bébé qui pleure encore ici. Donc je suis comme ça dans la difficulté. J'ai fait encore l'autre l'enfant qui est derrière, dans le sens que si peut-être que Dieu m'a donné un sorcier, il peut partir et qu'il me laisse l'autre que je viens de lui faire. J'ai fait ça comme ça, par l'ignorance. Philippe est la risée de sa famille depuis que son fils est né. Cette famille qui lui a carrément tourné le dos, prétestant que c'est un enfant serpent. Si ce n'était pas dépendant de la maman, c'est qu'on a jeté l'enfant comme ça. Alors que beaucoup de gens me rencontrent avec ça. Ce sont des gens à bas de ces gens qui me rencontrent avec l'enfant, qui m'ont orienté d'aller voir de autres personnes comme ça là. Je ne vois pas sa face que c'est un enfant serpent ici là. Que je vais rester avec mon enfant. Même si c'est un enfant serpent, il faut qu'il m'avale seulement avec lui. Qu'on passe seulement sur le marabout. Les marabouts travaillent sur lui, on lui jette. Quand je vois une maman porter un enfant malade comme ça pour entrer au champ, chercher de quoi manger, vraiment, j'ai tellement mal. J'ai tellement mal jusqu'à les mots me manquent. Parce que ça me blesse vraiment, en fait, ça me blesse. Titulaire d'un permis de conduire, le jeune homme coule les larmes de la souffrance. La souffrance de voir son fils et surtout son homonyme dans cet état. Il vous parle. Mon problème, mon souci dans le monde entier, c'est que je veux la guérison de mon enfant. Si mon enfant devait retrouver un jour à marcher, c'est là où je devais descendre au village, montrer ça à ma famille. C'est ça, parce qu'il même au village, il ne pense pas que j'ai un enfant qui est encore comme ça. Dans les soucis qu'il faut qu'on me laisse comme ça avec les malchance. Bon, moi, actuellement, avec l'enfant, c'est armé, c'est pour son guérison. Ou c'est Dieu qui a exaucé mon prière que j'ai pris chaque jour, je ne comprends rien dedans. Samedi Claire, la mère de l'enfant, elle aussi malade, parce que victime de la sinusite, vous tend les mains. Sa vie et celle de son unique garçon sont au rabais. Je veux qu'on me vienne en aide sur cet enfant-là. Que je veux voir que mon fils marche un jour comme ça. Là. Parce que tout le monde me dit seulement que parfois là, je reste à côté de mes voisines comme ça. On dit seulement que je pars loin avec mon enfant. Là. Que ça allait faire un genre, là, ça les dérange. Oui. Quand il mangeait, là, il vomissait. Après, on me dit seulement que ça donne les nausées aux gens que je parle loin avec lui. Je suis là, je suis vraiment bloquée. Je suis vraiment bloquée avec l'enfant là.
je prie les hommes de bonne volonté, de bonne foi, surtout les chers, surtout les spectateurs, de voir vraiment le cas de cet enfant, parce qu'on a tout dit sur cet enfant. J'ai vraiment très mal à la place de cette maman-là, en tant qu'une mère comme elle. L'école, dans des circonstances troubles. Un jour, j'ai rentré les classes. Mon doigt a commencé à me faire mal. Je me suis couchée. Maintenant, je pensais que je suis tombée ou j'ai fait un faux pas. Je ne savais pas que c'était grave comme ça. J'ai dit à ma mère que mon dos me fait mal. Ça m'a provoqué la toux. Je ne faisais que tousser. Chaque nuit, je toussais. On me demande que j'ai croyé. Je ne pouvais pas expliquer parce que je toussais, ça me disait qu'il n'y a rien. On avait dit que c'est l'estomac parce qu'en me faisant mal au dos, ça sortait ici devant. On a fait comprendre que c'est l'estomac. On est parti à l'hôpital. On a prescrit les remèdes. Ça n'a pas donné. J'ai bu beaucoup de remèdes. Ça n'a rien donné. Un jour maintenant, on nous a envoyé chez un médecin là-bas. À l'hôpital 6e. On m'a fait faire un traitement de 6 mois. Et le remède, j'ai pris le remède pendant 6 mois. Ça a calmé. Ça s'est arrêté, on croyait que c'était fini. La maladie dont elle ignore le nom a pris le contrôle de son existence. Tout fonctionne, mais à peine. Pour soulever mon pied ou pour faire les gestes, je dois faire à peine doucement. Parce que si je fais brusquement là, ça va me faire mal, tout mon corps. Je ne peux pas marcher seule, il faut qu'on me soutienne. Quand je reste, il me fait mal, ça me fait mal, ça monte, ça vient me faire mal dans ma tête. Ça me donne les violents maux de tête. Ça fait même 2 fois, ma main si, ça cale comme si quelque chose avait attrapé ça. Dans la famille, c'est un climat de deuil. Sa génitrice, contrainte de rester à ses côtés pour subvenir à ses besoins, ne sait plus à quel sens se vouer. Elle est toujours en train de pleurer. Et les nerfs là, ça monte. Et quand ça monte, les mains là, il faut que je tape. Je tape pour que ça rentre. Et elle pleure les violents maux de tête tous les jours. Elle a aussi le problème de cœur. Quand elle sent mal au niveau des nez, ça vient avec, ça part avec le dos. Et ça revient, ça sort ici là. Même le problème de respiration là, elle ne respire pas bien. Tous les économies, c'est parti à l'hôpital. Daniela, victime d'un ensemble de maladies, a amené ses parents à faire le tour de plusieurs localités du pays, mais aussi à rencontrer des acteurs insoupçonnés pour des pathologies qui convoquent la haute science. Même chez les tradipraticiens, je suis partie partout. Avec elle, jusqu'à j'étais même à Bertois, avec elle. Toujours pour sa maladie, si je n'ai pas toujours eu de suite. Ils m'ont préparé les remèdes qu'elle a bu. Ça n'a pas toujours marché. J'ai fait 2 semaines là-bas avec elle. Et je suis rentrée avec l'enfant ici. Je suis même allée chez les prêtres exorcistes, pour les prières. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas. Elle est toujours dedans. Jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours là. Je souffre toute la nuit avec elle. Depuis lors, l'adolescente qui cherche désespérément la solution à ses maladies n'a presque plus exercé des mouvements volontaires. Je suis à la maison avec elle parce que elle ne peut pas se lever seule pour faire ses besoins. Il faut que je sois là pour l'aider à le faire. Même pour manger, il faut que je sois là pour lui donner à manger. Ses pieds ne bougent pas, même les membres ne bougent pas. C'est comme si c'est paralysé. Donc là où elle est là, il faut qu'elle fasse les selles. Je n'ai pas versé, je cherche ce qu'elle va manger depuis 2 ans qu'elle est malade. C'est comme ça que je vis.
Le quotidien est bouleversant, avec des lendemains incertains. Daniela n'a plus que ses yeux pour voir et sa bouche pour vous demander le soutien. Ça fait aujourd'hui 2 ans et demi, je ne pars pas à l'école. Depuis la classe de 5e. Je ne pars plus. Elle ne peut pas prendre quelque chose avec sa main comme ça. On ne fait que la porter. Même ce qu'on dit que de Bana, on la porte et elle arrête en tremblant, comme elle est là, comme ça. Là. Vraiment, cela m'a aussi dépassé. On a déjà tout fait sur l'enfance. Là, mon cœur n'est pas en moi. Tout ce que je veux, c'est qu'il faut qu'on essaie d'arranger l'enfant sur papa pour qu'il marche aussi comme ses amis. Elle n'est pas prise à l'école. Vraiment, l'affaire là me fait trop mal. Trop mal. Même quand ses amis viennent comme ça la regarder, quand ils sortent comme ça, elle-même elle cherche aussi et il n'y a pas moyen. Elle ne fait que pleurer. Elle ne fait que pleurer. Sa grand-mère et homonyme n'en revient pas. Celle avec qui elle a passé du temps est méconnaissable aujourd'hui. L'enfant, c'est sa maladie, ça me dépasse. Ça me dépasse. On a déjà tout fait sur cette enfance. Moi, je dors seulement en pleurant à cause de l'enfance. L'enfance a grandi avec moi. L'enfance a grandi avec moi. Donc, à ma grande surprise, moi, je vois ce qui est arrivé à l'enfant comme ça, là, ça me dépasse seulement. Donc, vraiment, Dieu, tout ce que je veux seulement que vraiment vous m'aidez. Si l'enfant peut encore se lever, marcher aussi comme ses amis. C'est même maintenant qu'elle fait même un peu le corps pour secouer son pied. On lui portait seulement, elle ne faisait que crier. On le porte. Si elle est là-dedans, il n'y a personne dedans. C'est qu'il n'aura même pas moyen de se tourner. Vraiment, Dieu, l'affaire là m'a dépassé aussi. On a tout fait pour l'enfant là. Moi, je ne suis pas gay comme vous me voyez là. Pour cette fille-ci, c'est mon homonyme. Et je lui ai pris à sa main à 3 mois comme ça là. Elle a grandi qu'entre mes mains. Je n'avais jamais vu des trucs comme ça là. Vraiment, Dieu, l'enfant a grandi maintenant. Comment elle peut m'aider? Je ne sais pas ce qui a tapé l'enfant et mettre dedans. Je ne sais pas, papa. Les yeux larmoyants, des familles voudraient non seulement découvrir les causes de la souffrance de leur enfant, mais aussi des solutions. En patois. Et alors? Moi, je suis en train. Même moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis casa, je parce que vraiment, de Dieu, je ne sais pas beaucoup. Vraiment de Dieu, que vraiment de Dieu, il faut que on cherche les procédures jusqu'à ce que l'enfant là se lève aussi, il marche comme ses amis. Que vraiment de Dieu, même celui qui ne me connaît pas, qu'il entend ma voix. Qu'il entend ma voix. Jusqu'à ce qu'on trouve comment on va faire pour que l'enfant se lève. Ces deux familles sont désemparées à cause des pathologies qui traumatisent l'existence de leurs enfants. 2 cas dans un reportage. D'abord, celui de Bonaventure, cet enfant que la famille qualifie d'enfant serpent, et selon bien entendu l'expression utilisée par son propre père. Je voudrais commencer par vous, Adolphe Ikomet. Vous êtes également psychomotricien, tout à fait. Parce que c'est ce qu'on observe également chez Bonaventure aujourd'hui. Là, je vais intervenir en qualité de psychomotricien. Effectivement, lorsque ce cas est passé, on s'était mis d'accord sur une hypothèse diagnostique qui était celle de l'infirmité motrice cérébrale. Ce n'est nullement un enfant serpent,
c'est un enfant qui présente des séquelles de lésions cérébrales. Ces séquelles-là peuvent être le fait de ce qui s'est passé peut-être quand l'enfant était encore dans le ventre de sa maman. Si elle a eu une maladie infectieuse comme rubéole, toxoplasmose, si elle a pris de l'alcool, si il y avait la consommation de cigarettes. Mais les cas les plus fréquents, c'est des cas qui se produisent au moment de l'accouchement, où l'enfant, son cerveau va être privé d'oxygène pendant un certain temps, même qui est court, et qui va entraîner ces lésions-là qui laisseront des séquelles physiques. Donc il y a également les lictères ou la jaunisse, qui est également une des causes fréquentes d'infirmité motrice cérébrale. Les cas de méningite, pas très fréquents, mais qui causent également ce problème. Et puis plus tard, des traumatismes crâniens. Donc c'est un problème qui, même s'il a l'air spectaculaire, impressionnant comme ça, c'est un problème qui est surtout moteur. Parce que souvent, quand les parents ont ce diagnostic ou un enfant avec une présentation physique comme celle-là, on va s'interroger sur non seulement l'origine, mais sur les niveaux d'atteinte. On va se dire, c'est le cerveau, c'est le corps, mais est-ce que c'est aussi un enfant qui est fou? Est-ce que c'est un enfant qui a un problème mental? Donc, si on parle d'infirmité motrice cérébrale, il faut savoir que dans sa définition première, ça exclut la déficience intellectuelle ou mentale. D'accord. Donc maintenant, il y a des degrés de sévérité. Et quand on voit cette posture qu'il a, peut-être c'est ça qui évoque quand les gens parlent de serpent, c'est que dans cette atteinte-là, souvent, on va avoir ce qu'on appelle une hypotonie axiale, c'est-à-dire le cou, le dos vont être assez mous, assez faibles, et qui vont l'empêcher de pouvoir tenir, acquérir ce qu'on appelle des niveaux d'évolution motrice comme s'asseoir, se mettre debout et marcher. Quelquefois, la tête qui est en arrière, c'est parce que les troubles toniques, on peut avoir de l'hypotonie ou comme on peut avoir de l'hypertonie. Et dans ces hypertonies-là, il y a une forme qui est dite dystonique, qui fait en sorte que l'enfant peut avoir tendance à orienter sa tête dans une direction précise et le faire avec vraiment une certaine torsion qui va être observée. Donc la rééducation, dans ce cas, peut donner un certain nombre de résultats intéressants. D'accord, mais en même temps, il faut également passer à une sorte de batterie d'examens pour permettre également de savoir quels sont le diagnostic. C'est un diagnostic neuropédiatrique. Donc c'est un enfant qui doit avoir un neuropédiatre. Parce que j'ai parlé de séquelles motrices, mais il y a également, souvent, dans la plupart des cas, des atteintes au niveau du cerveau. Et ça, c'est le neuropédiatre qui va explorer ça pour voir justement quelles sont les atteintes au niveau du cerveau. Et ça qui va justement déterminer le pronostic de l'enfant en termes de qu'est-ce qu'il va pouvoir faire et autres. Mais de manière classique, ces enfants, il y a deux choses qui se produisent, retard de développement, retard de langage. Maintenant, pour le cas de Boniface, le degré d'atteinte semble important, mais il faut toujours faire un examen, même psychomoteur, pour se rendre compte de véritablement quels sont les déficits qu'il présente à ce niveau. Alors, Dr Tanchou, on va aller rapidement là pour suivre également votre version, puisqu'on a également évoqué, Adolphe Ikomet, qui fait savoir que ce sont des maladies ou alors des causes partent au moment où l'enfant est encore dans le ventre de sa mère ou alors à la naissance. C'est dit que le processus d'une grossesse n'a pas été respecté ici. C'est quand même difficile de le dire, mais entendre... Elle-même le dit, oui, elle et était entendre... dans un village, elle n'a pas suivi les visites prénatales, normalement, pour parler d'une grossesse suivie aussi. J'y viens. S'il faut l'entendre, j'aurais plutôt dit que le véritable problème c'était du côté peut-être des aides-soignants ou des infirmiers qu'il avait reçus quand il partait pour ses visites. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle y va et puis il se pourrait qu'on a tâté ce qu'on a pu tâter, on lui a demandé de rentrer. Si bien qu'elle a eu la perte des os, on lui a demandé de rentrer. Il faudrait qu'elle attende encore, je crois, 1 mois pour revenir. Et elle a dit qu'elle a accouché à la maison. Elle a vu comment le bébé est sorti. Vous voyez, donc là, c'est vraiment c'est désolant. Elle est allée au bon endroit où il faut aller. Oui, mais bon, la qualité des soins n'y était pas. Voilà où on est en train d'arriver actuellement. Mais en tout cas, bon, ça c'est le passé. Mais parce que c'est pas normal. Pourquoi? La poche des os qui s'est rompue.
Ça veut dire quoi? Si tout est engagé. S'il faut même d'abord, on ne peut pas attendre un mois après. Un mois, elle accouche elle seule. Peut-être en ce moment-là, avec les traumatismes, elle n'a pas été, personne ne l'a aidée. Donc, c'est venu comme c'est venu, c'est sorti comme c'est sorti. Peut-être en ce moment-là qu'on a eu toutes ces lésions. Et c'est ça, voilà le résultat. Voilà un enfant vraiment qui est handicapé déjà et c'est compliqué maintenant, sa rééducation même, problèmes financiers, beaucoup de problèmes, quoi. Pourtant, ça pouvait être évité par un personnel médical qui est vraiment attentif aux malades, un personnel médical professionnel. Donc ça nous sensibilise également. D'accord. Alors, le deuxième cas, vous dites un mot en 30 secondes également, le cas de Daniela. Oui, le cas de Daniela, là, vraiment, il faut vraiment des explorations approfondies. On a l'impression qu'il y a une lésion dans la colonne vertébrale qu'il faut détecter et certainement le traitement suivra. Certainement, elle a besoin d'un scanner, d'une bonne consultation, d'une bonne évaluation. Même un médecin généraliste peut demander ces tests. Oui, et directement, dès que le diagnostic est fait, l'IRM, on a ça ici. Le scanner peut-être encore, ce serait un problème financier, comme toujours. Et nous avons des neurochirurgiens sur place. Donc, ce problème particulièrement, je peux dire, dès que le diagnostic est bien établi, il pourrait être résolu. D'accord, merci. Alors, Irène, deux cas. D'abord, Bonaventure, il y a eu des contributions pour lui. Depuis son premier passage sur ce plateau, et quelques dépenses déjà parce que sa prise en charge a été engagée. Oui, la prise en charge est déjà effective. Nous avons perçu un montant de 1 49 250 francs CFA. Nous avons dépensé 850 000 francs CFA. Actuellement, nous avons 199 250 francs CFA pour le cas de bébé Bonaventure. Ce qui signifie, cher bienfaiteur, que la machine de la solidarité, comme d'habitude, doit se mettre en marche pour le cas de bébé Bonaventure via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16. Et bien vouloir préciser par message votre nom, le cas social pour lequel vous êtes en train de contribuer, ainsi que le montant. Bonaventure, certes, il n'était pas seul dans ce reportage. Nous avions également les contributions de la jeune Daniela qui s'élèvent à un montant de 639 500 francs CFA. Nous constatons donc qu'il nous faut davantage pour qu'elle puisse se remettre sur pied. Il y a une batterie d'examens à faire. Il y a des explorations plus approfondies qu'il faut faire pour déterminer exactement la pathologie dont elle souffre. Et là, maintenant, on verra après ce qu'il faudra. D'accord. Les médecins sont disponibles. Ça, ils l'ont d'ailleurs dit sur ce plateau le jour où l'émission a été diffusée. Donc, il faut simplement des moyens pour sa prise en charge. Et après ces deux cas, il y a le cas de mes pieds-bottes. C'est un bébé de 2 mois qui est né il y a 2 mois et quelques semaines environ et qui a besoin de voir ses pieds retrouver la forme normale. Mais avant les commentaires de la suite, je voudrais vous inviter à suivre juste le reportage et juste après, vous aurez davantage des mots à dire parce que vous êtes également concerné, vous qui êtes psychomotricien en même temps.
Ce bébé qui pleure est né le 1er octobre 2020 à l'hôpital adventiste de Buea. C'est dans la région du sud-ouest Cameroun. Issu d'une union de presque 2 adolescents, bébé Abanda, conçu à Ekona Town, un environnement perturbé par la crise anglophone, est ressorti du ventre de sa mère avec une malformation au niveau de ses membres inférieurs. Il m'a fait comprendre qu'il vient de Kona et là-bas, c'est là-bas que les contractions ont commencé. Et il n'y avait pas de taxi, il n'y avait rien du tout. C'était vraiment très difficile. J'ai remercié Dieu parce que ils ont quand même pu arriver à l'hôpital pour qu'on puisse les prendre en charge. Par la grâce de Dieu, elle a accouché. Alors quand l'enfant est sorti, je me suis rendu compte, ma collègue et moi, que l'enfant avait les pieds beaux. Vous connaissez les pieds beaux lorsque les pieds regardent de l'intérieur. Et la particularité de cet enfant, c'est que non seulement les pieds, même les genoux, ça m'a fait très mal quand j'ai vu la situation. Et j'ai essayé de parler avec le père du gars, j'ai essayé de le calmer parce qu'il était en larmes quand il a vu l'état de son enfant, même la fille, elle était en larmes. J'ai essayé de les consoler en leur faisant comprendre que ça va aller, comme l'enfant est encore petit, on peut remédier à la situation. J'ai essayé de les calmer, j'ai même essayé de tirer un peu les pieds pour voir si c'est possible. Je me suis rendu compte que c'est effectivement possible. Avec la médecine qui évolue aujourd'hui, ce sont des choses qu'on peut remédier. Âgée de 18 ans, la jeune mère, presque immature, peine à se retrouver dans la posture de maman. I feel bad, very bad. I feel bad. Sometimes I look at the food so I cry. So I feel very bad whenever I cry concerning the food. Very bad. I feel pains in my heart. Je sens mal, et très mal. Parfois, je regarde les pieds de l'enfant et je ne peux m'empêcher de pleurer. Whenever I touch the food, they begin to overcry. Chaque fois que je touche ses pieds, il pleure énormément. J'ai même essayé plusieurs fois de les redresser, mais ça n'a rien donné. L'enfant pleure tellement. When labor be do me, I come to Buea, I come meet up before the house. So we go hospital, I go born. I say a picky food be there, so let him be overhaul me, because for the suffer I don't pass through, for the belly, for the picky. Le personnel médical qui l'a accueilli à l'hôpital adventiste de Buea fait savoir que cette grossesse, arrivée à terme malgré tout, n'a pas suivi le cursus normal. Quand j'ai regardé son cahier, je me suis rendu compte qu'elle n'avait que fait une seule visite. Elle n'avait fait ni échographie, rien du tout. Et quand j'ai essayé d'aller en profondeur, je me suis rendu compte que ce sont les gens qui venaient de Ekona. Et vous tous, vous connaissez la situation que nous traversons ici dans le sud-ouest et dans le nord-ouest, ce n'est pas facile. Le papa du bébé, âgé de 22 ans, parti d'Ekona Town, en laissant sa petite amie enceinte toute seule pour se chercher à Buea, n'a pas été de tout repos durant son séjour. Non seulement qu'il a effectué un véritable périple à pied à cause du 1er octobre dans cette partie du pays, mais également la moisson de sa débrouillardise à Buea ne lui a pas permis de régler toutes les factures à l'hôpital lors de la naissance de son bébé. Be the 1st October, where that means no more to waka. I waka from 7 days food.
Le 1er octobre, j'ai beaucoup marché parce qu'il n'y avait ni voiture ni moto. J'ai marché de Buea à Mounia et de Mounia à Ekona pour me procurer la layette parce que ma femme allait accoucher. Je supplie toutes les âmes de bonne volonté de bien vouloir nous venir en aide, ma femme et moi. Then it be sick way, hot malaria way nearly to die. Like I've lost them too, so I've lost the mommy, I've lost the pikin. Then I got help, so I struggle, so I save them too. L'engagement du couple à faire le tour des familles dans la capitale régionale du Sud-Ouest n'aura pas porté les fruits, leur permettant la prise en charge du bébé malade. The chop and the pingy, small thing for house. So for the food, Mrs. Aaron look the situation. He passed me, that means he just passed me. I really cry. I did for hospital. We not be there, talk to the tell me, say my calm down, say you will be fine. So I did one beg for my brothers and my sister and my mommy, the any person. They see for a situation, I beg them they help me. We know the. So I think now I see my dog. La rencontre de ce jeune couple avec l'équipe de Regard Social est selon eux un début de solution à leurs problèmes. À cet effet, ils vous tendent la main. Bébé Abanda, qui est âgé de 2 mois, quelques semaines déjà, parce que ça fait également quelques semaines que le cas a été présenté sur ces antennes, souffre ou alors est né avec des pieds-bottes, voyez-vous, des pieds tordus, d'une façon expliquée ici par le psychomotricien qui est avec nous également. Vous comprenez bien que c'est une sorte d'anomalie pour cet enfant, si oui. Jamais rien n'est fait. Oui. Vous voyez la différence avec le premier cas, c'est que dans le premier cas de l'enfant avec un problème moteur, c'est la commande motrice qui était touchée. C'est-à-dire que le cerveau n'arrivait pas à commander de manière précise les muscles pour qu'ils se contractent et pour qu'ils entrent en mouvement normalement. Mais dans ce cas-ci, c'est un problème orthopédique. C'est une déformation orthopédique. L'enfant a le pied qui est dévié vers l'intérieur et également vers le bas. Dans ce cas de figure, il ne peut pas avoir les points d'appui nécessaires pour pouvoir se tenir, se mettre debout en équilibre. Et c'est pour cela que le jour où le cas a été présenté, il y avait la présence d'une neurochirurgienne et d'une kiné également, qui ont toutes les deux proposé, n'est-ce pas, différents niveaux d'intervention, c'est-à-dire commencer par des mobilisations, n'est-ce pas, selon une méthode qui avait été décrite, Ponseti, et puis après, voir la nécessité d'une intervention chirurgicale. Mais c'est un cas qui est réversible, qui est remédiable. Alors, c'est ce que vous donnez comme précision également, vous apportez comme précision, c'est un cas qu'on peut solutionner. Surtout que l'enfant est encore... je veux dire, fragile, il a des os fragiles pour l'instant, c'est un nouveau-né, il a 2 mois et poussière. Si l'opération est menée en ce moment, il est fort probable qu'à 5 ans qu'il retrouve la posture normale. Oui, c'est possible, c'est un cas qui est réversible, surtout chez les enfants. Ce sont des pathologies qui sont rencontrées et qui sont prises en charge de façon adéquate par les personnels qualifiés. En fonction de l'évaluation et de l'examen clinique, on saura si un traitement chirurgical est nécessaire ou pas chez cet enfant. Généralement, on débute par un traitement non chirurgical par la pose d'attelle ou de plâtre et par la suite, si nécessaire, un traitement chirurgical afin de redresser, car c'est important pour l'enfant, car c'est grâce à ses pieds qu'il pourra marcher. Avec les pieds, c'est un peu difficile de marcher. D'accord. La précision à faire ce soir, c'est que tous ces cas qui sont davantage présentés sur ces antennes, ce sont des cas qui ne sont pas encore pris en charge et qui nécessitent davantage des moyens financiers. Irène, vous êtes avec nous. C'est un enfant qui doit être
qui doit subir cette opération chirurgicale au plus vite. Oui. Et le médecin sur le plateau l'avait déjà précisé, mais qu'il fallait simplement l'accompagner financièrement. Oui, et sur le plan financier, nous avons perçu un montant de 653 500 francs CFA pour le cas de bébé Abanda qui actuellement est âgé de 2 mois 3 semaines. 2 mois 3 semaines. Alors, autre chose, autre cas également, ce soir, on ira davantage pour ce programme. C'est le cas de Blanchette qui souffre de kéloïdes. C'est une pathologie un peu rare également, mais seulement, je vous invite à suivre d'abord le reportage et vous aurez des précisions juste après. Et nous vous dirons également à quel niveau se trouve justement la situation de cette jeune fille aussi qui a besoin de votre soutien, mais qui a carrément mis un terme à ses études à cause de cette pathologie parce qu'il est difficile pour elle de pouvoir se regarder à travers une glace et aussi ses camarades qui ne lui donnent pas la possibilité d'avoir le courage d'aller à l'école. Jeanne Blanchette a pratiquement tout son corps envahi des boules multiformes, ce qui est désormais un frein pour son éducation scolaire. La maladie a commencé avec 2 petits boutons. Les 2 petits boutons, quand ça a grossi, on a vu un infirmier, il a dit qu'il fallait qu'on opère. Avec l'opération, elle va prendre les injections, ça va tuer ça. Nous sommes partis, nous avait dit de chercher 100 000 avec son père. On s'est efforcé pendant 6 mois, on a eu 100 000. On est parti, il a opéré. Quand il a opéré les 2 boutons là, ce n'était même pas encore fini. Les autres ont commencé à pousser. Il a essayé d'injecter. Il a vu que ça ne donnait pas. Il ne m'a plus appelé. Il m'a laissé en route. Je suis encore restée. Chercher que la blessure finisse. Quand la blessure, avant que ça ne finisse, il y avait déjà les autres qui poussaient. Après, on a vu encore la médecine où c'était chinois. Je ne connais pas. Lui, il a dit qu'il va injecter. Il a commencé à injecter. Ça faisait comme ça calmait. Après, ça a repoussé en énorme au niveau des fesses. On a encore laissé, nous sommes encore restés. On est quitté, je suis parti à l'hôpital. On m'a amené dans une clinique à Dakar. Là-bas, j'ai vu une femme, elle dit qu'elle traite ça. Elle m'a amené dans son bureau. Elle m'a taxé les millions. J'ai vu que peut-être elle était en train de me chasser. Mais mon carnet, j'avais payé la consultation à 5 000. Elle est restée avec le carnet, elle ne m'a plus donné jusqu'à aujourd'hui. Elle m'avait taxé 2 500 000. Elle me dit, si je n'ai pas l'argent, je dois donner le terrain en cage. Je lui ai dit que le terrain, je ne suis pas dans un bon terrain. Le ravin a déjà avalé mon terrain. Je vais alors te donner quel terrain. Elle ne m'a plus appelé, mais mon carnet est resté là-bas. Je suis sortie, je montais, je descendais. C'est après ça, je suis partie à l'hôpital général. Là-bas, la femme là m'a proposé les injections avec une somme. J'ai dit que maman, je n'ai pas l'argent. Je vais faire comment? Elle me dit que non, va te débrouiller. C'est comme ça que je suis sortie. Avant d'aller à l'hôpital général, j'ai commencé à aller n'importe où. Les boîtes, c'était comme le jus. Elle m'a dit que ça lutte contre la maladie intérieurement. J'ai payé même plus de 5 boîtes comme ça. L'enfant a bu. Je n'ai pas vu l'efficacité. Ici, je suis partie chez un prophète, un homme de Dieu. Lui m'a dit de payer l'huile d'olive. J'ai payé comme ça, peut-être c'était 2 litres. L'enfant devait boire et la oindre. J'ai utilisé. Il n'y a pas eu d'effet. Je suis partie encore chez l'autre. Elle composait ici, là. Les petites boîtes ici que vous voyez. Il y avait les choses là comme la terre rouge. Je devais toujours oindre sur l'enfant. Même comme ça n'allait pas. Ça fait comme ça calme. Après quand ça reprend avec force. Et les autres boutons vont sortir. Il n'a plus su, ça sort partout. Maintenant ce qui est grave, c'est déjà au pied.
partout, aux mains. Ici, c'était la pommade aussi, c'était comme la pommade pour les dents, on brosse même les dents avec. Mais elle m'a dit que ça soigne ça. J'ai payé une pommade comme ça, coûtait 5 000, j'ai payé. J'ai mis partout sur le corps de l'enfant. Une pommade comme ça partait même 2 jours, c'était déjà fini. Parce que les boutons sont beaucoup sur le corps de l'enfant. J'ai essayé, rien. Dans la recherche de la solution à son problème, la maman de Jeanne Blanchette a parfois été soumise à des pratiques pas du tout faciles. Il fallait que je trouve la grenouille. Quand le type m'a dit de chercher la grenouille, j'ai fouillé la grenouille. Moi, je ne suis pas là où c'est humide. J'étais obligée de mettre mes enfants jusqu'au marécage. C'est là-bas qu'on a trouvé la grenouille, peut-être à 1 mois, 2 mois même. Et pour arrêter ça, j'avais même peur. Mais à cause de la maladie, j'étais obligée d'arrêter. Et l'enfant avait peur. Il fallait qu'elle dorme pour que je la frotte ça. Elle sursautait. Et ça l'a déjà rendue sensible. Elle ne dort pas bien. Tu la touches comme ça, elle sursaute. Et j'ai essayé ça. J'ai vu qu'elle avait même peur. J'ai encore laissé. On m'a dit de chercher l'escargot noir. J'ai encore cherché ça. Pour chercher ça, ce n'était pas aussi facile. Il fallait, comme il pleut, il fallait là où il y a les pourritures pour trouver l'escargot. Là, c'est noir, c'est petit comme ça, là, ça rampe. J'ai trouvé quelques. Il fallait ça beaucoup. Je ne pouvais pas trouver ça beaucoup. J'ai pris le peu que j'ai trouvé. J'ai essayé de faire, même comme ça. Alors, un monsieur m'a encore dit l'aloe vera. J'ai fait ça, une boîte, le liquide de ça. Tout au contraire, quand il mettait encore l'aloe vera, là, ça augmentait, elle l'a fait gratter. Parce que quand il fallait mettre le liquide aloe vera, là, ça la faisait encore plus gratter. J'ai encore laissé. Toutes ces propositions n'ont pas solutionné la maladie de la petite qui, selon sa mère, est la source de l'épuisement des finances de la famille. Ses sœurs aînées, dépassées par la maladie dont les origines restent méconnues, se contentent simplement de lui remonter le moral. Je lui donne souvent le conseil que c'est la maladie comme toutes les autres maladies. Parce que parfois pour sortir, il faut qu'elle se double trop d'habits. Je dis que non, c'est la maladie comme toutes les autres maladies, ça va aller. Il faut t'habiller simplement. Ce n'est pas toi qui as voulu que ça soit sur toi, c'est venu. Imagine alors que peut-être ça commence à monter sur ton visage. Qu'est-ce que tu vas faire? Elle dit, je vais me cacher dedans. Je dis, non, tu ne vas pas te cacher dedans. Tu vas sortir comme toutes les autres filles sortent aussi. On va aller se balader, on va aller à l'école. Tes amis, si ton ami te touche, dis que non, c'est la maladie. Ça va aller. Ne pleure plus, ça va aller. On va te soigner. Dieu va faire un jour, ça va passer. Le chef de famille, absent au moment du tournage, est lui aussi non seulement retraité, mais également malade. Son lieu de plaisir et de loisir est le champ de plantation. Notre vie actuelle, nous on vit rien que des champs, surtout moi, même mon mari. Lui-même n'a plus de force. Il pour se distraire qu'il part en brousse. On ne vit que des champs. On n'a rien qui peut nous élever. Même les enfants ne fréquentent même plus. Jeanne Blanchette est secouée par la stigmatisation lorsqu'elle est à l'école. Quand ici à l'école comme ça, je n'ai rien à faire. Je pleure comme je demande les exercices. Je vois tout le monde, ils sont fiers de porter les démembrements. Moi aussi, ici, là, comme ça, j'ai le long haut. On me touche même, j'ai même honte. Parce qu'ils me demandent que c'est quoi comme ça sur ton dos. J'ai même honte, je les explique que c'est la maladie. Il me dit, il y a même une fille qui ne peut pas même me toucher. Elle me dit que c'est quelle odeur je sens comme ça. Elle dit que c'est la maladie. Elle ne me parle même, puis il y a les autres qui ne me parlent plus, qui ont honte de moi. Et moi, je suis calme, ça me fait même, j'arrive, je pleure même à l'école. Je parle même à personne, ça me fait même que je n'ai pas des amis à l'école. L'adolescente dit souffrir des kéroïdes. Elle sollicite votre aide. Que dis-je? Notre aide. S'il vous plaît, j'ai envie de me libérer de cette maladie et je veux que vous m'aider parce que ça a envahi tout mon corps. Et ces kéloïdes a déjà envahi tout mon corps et je ne sais même pas comment je vais faire. Depuis que je souffre de cette maladie, j'attends un miracle de Dieu pour que ça puisse partir. Oui. Dear friend, can you help me? I'm suffering from this illness since I am small. I want to be free from this illness. Can you help me? I'm very destroyed. I'm already troubled by this illness. I wonder if you should help me. Comment comprendre cette autre maladie? Quelles sont les causes et les conséquences de cette pathologie? Comment remédier à ce phénomène? Des éléments de réponse sont en deuxième partie de cette émission avec...
Et voilà la situation de Jeanne Blanchette qui souffre des kéloïdes. C'est une pathologie un peu rare, apprend-on, des spécialistes. Docteur Akono. Oui, il s'agit d'une pathologie un peu rare due à un défaut de cicatrisation des plaies, généralement chez certaines personnes. Et la prise en charge également, en fonction de l'étendue des lésions, est également importante. Il peut s'étaler sur plusieurs jours, car elle se fera au laser généralement. Et lorsque nous regardons le cas de la jeune demoiselle, il y a probablement eu des séances de blindage qui ont accentué l'étendue des lésions. Donc, il est nécessaire que devant des signes cliniques, des symptômes, les personnes se rapprochent des personnels qualifiés et non des marabouts ou autre chose. Alors, c'est ça, Dolphy Comé? Oui, je voudrais faire quand même une petite observation. C'est que souvent, quand le malade arrive à l'hôpital, même accompagné par un de ses parents, avec une situation grave, et on pose un diagnostic, quelquefois, ces personnes peuvent être dans un état où elles ne sont pas réceptives au message qui est donné par les soignants. Ce n'est pas voulu nécessairement, mais ce qui est dit à l'hôpital n'a peut-être pas été suffisamment entendu et compris. À tel point que, vous voyez, la maman, elle s'est essayée à administrer énormément de choses à l'enfant dans l'espoir que cela allait la guérir. Et cette démarche-là contribue à accentuer la détresse des deux. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, elle se dit, la solution viendra d'ici, elle va appliquer et elle va d'échec en échec, d'échec en échec. Et c'est ça qui va entraîner une détresse importante. Maintenant, pour la jeune fille qui est une adolescente, qui voit son corps se transformer de cette manière, vous savez, pour les adolescents, même un simple bouton sur la peau, c'est déjà quelque chose de très grave. Vous voyez? Et là, elle a toute la surface de son corps, pratiquement, qui est envahie par ces kéloïdes-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va remettre en cause ou en question son identité même, hein, au niveau corporel, et l'image qu'elle pouvait avoir d'elle. Comment elle se perçoit aujourd'hui? Comment elle se définit aujourd'hui? Est-ce qu'elle arrive à se reconnaître dans ce corps-là aujourd'hui, qui non seulement a changé sur le plan visuel, mais est devenu probablement aussi très douloureux. D'accord. Donc c'est compliqué. Docteur Tanchou, vous avez un mot à dire sur ce cas? Bien sûr, ce cas vraiment il est très, comment on veut dire ça, pathétique, l'un des cas. Pourquoi? Parce que là, on voit vraiment une maman qui est engagée pour sa fille, elle monte, elle descend, elle est prête à aller sur la lune pour sa fille, mais je ne comprends pas pourquoi jusqu'à présent, je n'ai pas suivi le dermatologue. On n'a pas vu, elle a dépensé énormément, mais il y a le dermatologue. Et non pas seulement ça, moi j'aurais dit, certainement il faudrait que nous commencions dans notre pays, peut-être, ou bien notre ministère de la Santé publique et le ministère de l'Enseignement supérieur, devront voir comment recycler le personnel médical, recycler les médecins, recycler les infirmiers, recycler tout le monde. Parce que par exemple, le kéloïde, peut-être que dans le temps où bien ce monsieur coupait, ce n'est pas tous les kéloïdes qu'il faut couper. Donc, avec les connaissances qu'il avait de l'an, je sais pas, l'an 1960, certainement, ce sont les mêmes connaissances qu'il a actuellement et il se comporte ainsi. C'est l'un de plusieurs. Il y a beaucoup du personnel soignant. C'est comme ça que nous nous comportons. Donc, moi, j'ai dit, là, vraiment, il n'y a pas eu vraiment des explorations approfondies par rapport à ce cas. On s'est contenté des baves, des escargots, etc., etc., etc. Pourtant, il peut y avoir un meilleur traitement pour elle. En tout cas, elle est venue, un regard social. Je crois que ça sera fait et on pourra remédier à son problème. D'accord. Alors, sa prise en charge est évaluée à pratiquement 2 millions de francs CFA. Ça, c'est ce que les médecins ont donc révélé à la suite des quelques contacts, je veux dire des rencontres avec ces différents spécialistes. Donc, et comme Adol, vous vouliez ajouter quelque chose également? On essaie de copier pour ces cas-là le modèle un peu de la prise en charge dans le VIH par exemple.
Parce qu'on a compris avec le VIH qu'il était important de répéter un certain nombre d'informations aux malades, de les capacités, de leur donner suffisamment de connaissances sur leurs problèmes de santé. Je pense là à la question de l'éducation thérapeutique. Je pense que pour la plupart des cas qu'on a ici, s'il y avait eu une éducation thérapeutique, ça n'aurait pas donné lieu aux errances qu'on observe sur le plan de la prise en charge. Donc il faut non seulement éducation thérapeutique, même une psychoéducation pour ce cas-là. D'accord. Alors, c'est donc le cas de Jeanne Blanchette ce soir, également, parmi les cas déjà proposés. Irène Tembe, qu'est-ce qu'on peut retenir de sa situation financière? On peut retenir que nous avons perçu 1 211 000 francs CFA, comme dépense 30 000 francs, et actuellement nous avons en caisse 1 181 000 francs CFA pour le cas de Blanchette. D'accord. Alors la suite, bien entendu, c'est le cas de Merveille Lonla. C'est une fillette également de 6 ans qui est arrivée sur ce plateau avec une partie de sa jambe gauche pratiquement endommagée. Je ne voudrais pas faire de commentaires, mais je vous laisse le soin de suivre le reportage. Mais aujourd'hui, nous vous donnerons la suite de sa prise en charge qui a été engagée il y a quelques mois de cela. Elle est née 1 mois après. Elle dit qu'elle a lavé. Quand elle a lavé, elle a constaté que le talon était très mou. Elle a touché, c'était très mou. C'est là où ça a attiré son attention. Elle a encore bien touché, c'était mou. Le soir, donc, elle a dit à son mari. C'est là où son mari aussi a prêté attention. Lui aussi, il a touché. C'était vraiment mou. Ils ont commencé, le lendemain, ils sont allés à l'hôpital. On a commencé à essayer de voir ce que c'était. Bon, ils étaient au Gabon, puisqu'elle est née au Gabon. On a essayé de voir ce que c'est. Finalement, on n'avait rien vu. Merveille est orpheline de mère depuis l'âge de 2 ans. Sa génitrice a trouvé la mort en voulant donner la vie. Et Marceline, la grand-mère, peine à digérer ce moment. Quand sa mère ne fait pas vouloir accoucher, elle est morte au Gabon, l'enfant dans le ventre. On voulait seulement oublier. Regarder l'enfant, c'est pour oublier ma mère. On voulait oublier ma mère. L'enfant, la mère de l'enfant aussi, qui voulait accoucher, elle est morte pour l'enfant au Gabon. La maladie de cette orpheline de mère, âgée de 6 ans, a permis à sa famille de parcourir des villes et localités du pays dans le but de chercher la guérison. Mais hélas... Depuis qu'on a commencé à marcher dans les hôpitaux, même une pommade, on n'avait pas encore prescrit. Elle tirait, elle traînait ça au pied comme ça. Mais elle ne se levait pas comme elle marchait maintenant. Elle tirait ça au sol, c'était gros, ça pesait vraiment. Le temps là, on l'a amené à Bingbingo, toujours à Bamenda. Donc, on n'avait fait aucun examen. Ni de radio, rien, on n'avait rien fait. Il avait juste touché. À Bafoundon, on massait, on bandait, pour que le derrière s'y ressorte puisque c'était plié. Là, on nous a encore indiqué l'hôpital de district à Banjul. Le docteur de People's Clinic, il a dit qu'on peut traiter le pied là, mais c'est seulement en Inde qu'on pourra traiter tout le pied. Que lui peut opérer, enlever la masse. Mais il n'est pas sûr que ça puisse guérir. Le mieux sera qu'on aille en Inde. Dépassée par la douleur, Merveille n'a presque plus jamais adopté une bonne posture. Caresser le creux de son pied reste son sport favori. Mon pied encore de gratter. Et quand ça gratte, je gratte. Elle se plombe beaucoup, ça démange. La nuit, elle ne dort pas. Moi-même, je ne dors pas parce que quand elle est fatiguée de gratter, elle pose sur moi. Je l'aide à gratter. C'est comme ça les nuits. Quand ça ne donne pas, ça la rend triste. Pour aller aux toilettes, même, elle utilisait même les toilettes de la voisine.
Parce que pour descendre dans nos toilettes, même, c'est pas facile. Malgré les examens effectués, le nom de la maladie qui traumatise cet enfant qui a oublié le chemin de l'école n'a véritablement pas encore été révélé selon sa tante. Nous sommes là, nous prions seulement Dieu, que Dieu nous aide. Nous sommes là pour que le monde entier nous aide. Il se reste à trouver même les spécialistes qui puissent nous dire de quoi il s'agit. On a marché sans suite. On ne sait pas ce que c'est. Avant que je meure, que Dieu voit, Dieu est tout. Tout c'est à Dieu. Oui. Tu n'as pas oublié seulement que la mère était que comme ça, non. Va donner mon nom avant que je parte. La famille est amortie et même épuisée financièrement. Entre-temps, la petite merveille ne cesse de perdre le souffle. Quand un enfant passe même à côté d'elle, elle fuit. Quand on dort même sur le lit, elle a toujours peur qu'on va étouffer son pied. Elle fuit. Quand on fait comme ça, là, parfois, elle est malheureuse. C'est à cause de ça qu'elle continue à me demander ça va finir quand. Quand elle voit les enfants sauter, elle essaye aussi de sauter, ça ne donne pas. Ça la rend triste. Cet enfant n'a pas que son membre inférieur droit comme problème de santé. Sa partie intime connaît également des anomalies. Elle enfle pratiquement au même rythme que son pied. Quand elle grandit, ça grossit aussi comme ça. Mais ça ne fait pas mal, ça ne démange pas. Mais quand elle grandit, ça grossit comme ça là. De quoi souffre cette orpheline de mère, âgée de 6 ans, qui a oublié le chemin de l'école, qui ne peut plus s'amuser avec les enfants du quartier ou se distraire comme les enfants de son âge. Merveille Lonla vous parle à travers son regard, d'un regard social. Eh bien, c'est le cas de Merveille Lonla, c'est la petite de 6 ans, aujourd'hui âgée de 7 ans pratiquement, puisque c'est depuis l'année dernière qu'elle est passée sur ces antennes avec cette pathologie qui n'a cessé de la traumatiser. Elle a engagé une prise en charge qui aboutit à l'amputement de sa jambe. Voyez-vous, nous allons davantage évoquer le sujet tout à l'heure, mais seulement on comprend bien que c'est une pathologie rare qui a secoué cet enfant. Oui, il s'agit d'une pathologie assez rare, pouvons même dire peut-être 2 pathologies, car nous avons des lésions cutanées sur le corps de cette dernière qui peuvent nous faire penser à un probable kaposi. Et vu le volume de sa jambe, à une éléphantiasie associée. Comme nous avons vu sur les images, son pied a été amputé, dont la prise en charge a déjà débuté. Maintenant, il faudrait qu'on trouve une prothèse pour que la petite fille puisse marcher comme les autres enfants. Et entamer également les séances de rééducation. Okay. Alors, docteur, on a également vécu, on comprend bien que c'est une enfant qui a besoin de soutien en ce moment, puisqu'après avoir subi toute la pression de cette maladie, où vous avez parlé de 2 ou 3 cas de maladie pour une seule personne, c'est quand même de trop pour cette fillette. C'est clair, exactement. Bon, étant donné que tout est entamé et tout est en processus, il y a certainement aussi des psychologues qui peuvent l'accompagner dans cette prise en charge. Sa famille déjà le fait très bien. Donc, les psychologues sont bien indiqués pour continuer, pour l'accompagner en ce sens. Alors, et comme vous avez donc un rôle important aussi à ce niveau-là, après cette phase. J'ai eu la chance, comme je le disais une fois, d'intervenir dans le cas de la prise en charge de l'ulcère de Brûlis, où on avait également des personnes avec des plaies, mais là c'était des plaies inguérissables, c'était pas de kaposi, mais qui, dans certains cas, donnaient lieu à des amputations. Et dans ces cas, il se posait 2 problèmes.
celui de la douleur, celui du membre fantôme, mais qui ne dure pas souvent trop dans le temps. C'est-à-dire qu'après l'amputation, il peut y avoir persistance des sensations du membre amputé et douleur. Mais très souvent, ça ne s'éternise pas. Mais ce qui se passe, c'est que sur le plan psychologique, souvent, c'est une perte importante qui peut affecter l'humeur de la personne de manière durable, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ça ne va pas être une petite tristesse d'un ou deux jours, ça peut être vraiment quelque chose qui va durer et qui va avoir des répercussions importantes sur le fonctionnement même social et autres de la personne. Donc la prise en charge psychologique, elle est vraiment importante. D'accord. Alors donc aujourd'hui, elle n'a plus qu'une seule jambe. Après cet acte chirurgical qui a été posé, maintenant il faut une prothèse pour cette fillette et un accompagnement psychologique. Irène Tembe, qu'est-ce qu'on peut retenir de sa situation financière également? Nous dirons déjà merci à ces chers bienfaiteurs qui ont bien voulu mettre la machine de la solidarité en marche pour le cas de la petite Merveille Lonla. Nous avons perçu un montant de 2 555 500 francs CFA. Et grâce à ce montant, la petite Merveille Lonla a pu subir une opération chirurgicale. Nous reviendrons d'ici peu avec les détails de son opération. D'accord, et quelques images aussi pour les téléspectateurs et autres qui ont contribué à cette prise en charge, comme d'habitude. Et là, vous avez également d'autres contributions pour des cas que nous avons reçus. Tout à fait. Nous avons reçu ce matin une association, à savoir l'Association mondiale des reines et princesses, le CEMOREP, qui a fait un don de 400 000 francs CFA pour le cas du jeune Laurence, enfant hermaphrodite qui n'a pas d'anus, qui n'a pas de sexe. Et actuellement, le total de ses contributions s'élève à 3 75 000 francs CFA grâce à ce don de 400 000 francs CFA. Et comme dépense, nous avons déjà dépensé 300 000 francs CFA. Actuellement, nous avons 2 775 000 francs CFA pour le cas du jeune Laurence. N'oublions pas également de dire merci à la famille Muncho du Congo qui a également fait un don de 50 000 francs CFA répartis sur 5 cas. Voilà, et c'est sur ce que nous allons mettre un terme à cette autre édition de Regard Social, mais tout en rappelant quand même que nous avons reçu Ikome Njonjo Adolphe, qui est psychologue clinicien, psychomotricien également. Merci pour votre contribution ce soir. Merci à vous de m'avoir invité. Et merci encore. On sait très bien que vous êtes toujours disposé à être là chaque fois qu'on vous sollicite. Et très bien. Alors, à vous également, Dr Akono, merci d'être venu sur ce plateau. Merci également de m'avoir invité sur ce plateau. Vous commencez à prendre l'habitude aussi. Nous commençons effectivement à prendre l'habitude et nous pouvons encourager davantage les bienfaiteurs qui viennent en aide à ces différentes personnes dont nous avons énuméré ce jour. Très bien, merci. Merci à vous également, Dr Tanchou Cabral. Vous êtes des cardiologues. Ah oui. J'aime bien parler des spécialistes des maladies du cœur et des vaisseaux. Voilà. La même chose, quoi. Voilà, la même chose. Merci, d'être venu également ce soir. À vous aussi, Irène. Bonne soirée à vous. Je ne serais sortie sans dire regard social. Dans le social, ça donne du cœur. Joyeux Noël à tous nos chers bienfaiteurs, malgré la tristesse, malgré les personnes qui actuellement sont en train de souffrir. Nous partageons cela en disant nous sommes toujours de tout cœur avec vous. Très bien, merci. Merci également à toute l'équipe, Farel Bougnan qui était là ce soir, Cédric Nana, Théo Tchunke, Cédric Chouna, Dani Warenzede qui est le réalisateur de cette émission Regard Social et le public qui est toujours là comme tous les jeudis soirs. Merci. Madame, Messieurs, je suis Flavienne Dongo. Bonsoir à tous.